Je laisse immédiatement la parole à Étienne Balibar et vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, tu nous alloues combien de temps par tête de pipe? Alors, officiellement 20 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire officiellement? Ça veut dire qu'on peut pousser jusqu'à une demi-heure, maximum. Bon. Alors, je te demande, parce que je suis un bavard invétéré très connu, en plus je ne lis pas un texte préparé à l'avance et minuté, tu me coupes impérativement quand le moment est venu de s'arrêter, quel que soit le point où j'en suis, et même si je proteste. D'accord. Bon, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être ici. Je voudrais commencer par remercier naturellement les organisateurs, tous les organisateurs, dire mon admiration en particulier à la jeune génération de doctorants, de chercheurs, d'étudiants qui, dans le prolongement, bien sûr, d'initiatives anciennes analogues, mais sous une forme nouvelle et rafraîchie, en somme, maintient ici cette grande tradition de débat, de travail collectif autour des problèmes de l'alternative politique, sociale, morale à la société dans laquelle nous vivons. Je voudrais dire aussi, juste en une minute, que je regrette infiniment l'absence de Moïse Poston, pas seulement parce que sa présence aurait élargi un petit peu le cercle au-delà des murs de l'université de Nanterre et du comité de rédaction de la revue Actuelle Marx, mais parce que Moïse Poston est un ami, et surtout parce que Moïse Poston est un intellectuel, un penseur, un théoricien de très grande importance, doublé d'un homme absolument charmant que certains d'entre vous connaissent évidemment parce qu'il est déjà venu ici. Donc j'espère vivement que sa santé va se rétablir et je lui adresse par la pensée un grand salut. Bon. Alors, Frédéric Montferrand vient de rappeler le titre sous lequel j'avais annoncé ma communication ou mon intervention. Naturellement, quand on fournit un titre, c'est très longtemps à l'avance. On a une idée en tête, et puis bon, on n'y renonce pas purement et simplement, mais enfin on la retravaille, on la réexamine, on essaie de savoir comment il faut la traiter. Bon, je ne renie pas absolument ce titre, mais je vais le compliquer un petit peu et je vais aussi expliciter mieux mes intentions, parce que sous ce titre, on pourrait attendre beaucoup de choses différentes. Bon. Évidemment, ce que le titre suggère, et je n'y renonce pas, c'est l'idée que même lorsque la catégorie d'utopie, ou une certaine façon peut-être de l'utiliser, a rencontré ses limites, il reste une place pour l'imagination. Ça veut dire l'imagination politique, ça veut dire l'imagination sociale, ça veut dire tout simplement l'imagination humaine. Et naturellement, ceci fait sens parce que l'utopie, la grande tradition de l'utopie classique et moderne, est par excellence un exercice de l'imagination, évidemment. Un exercice fécond de l'imagination. Bon. Il s'agit donc de conserver quelque chose, évidemment, de l'élan utopique et en même temps d'en dépasser certaines des limites. Bon. Mais pour des raisons que vous allez voir dans un instant, sur lesquelles je vais m'expliquer dans un instant, je me rends compte qu'il aurait mieux valu sans doute ajouter un terme supplémentaire pour renvoyer à une vieille opposition classique, en particulier dans la tradition marxiste, naturellement, dont je me réclame, dans la tradition du marxisme historique, celui qui commence avec un célèbre opuscule publié par Engels du vivant encore de Marx, Socialisme utopique et socialisme scientifique, mérite toujours d'être lu d'ailleurs aujourd'hui.
et qui renvoie par conséquent à une grande opposition entre la science ou le discours scientifique et l'utopie ou le discours utopique. Alors plutôt que la catégorie d'utopie toute seule, c'est plutôt cette opposition que je voudrais remettre en chantier et sur laquelle je voudrais réfléchir de façon critique. Et pour que les précautions soient toutes là, d'une certaine façon, sur la table, je dirais tout de suite, et j'espère le montrer tout à l'heure, que la référence à l'imagination, l'appel à l'imagination, d'une certaine façon, tient la balance égale entre ces deux termes, car je ne crois pas du tout que l'imagination soit exclusivement du côté de l'utopie et pas du tout du côté de la science, au contraire, ou en tout cas du côté de la connaissance. Mais évidemment, traditionnellement, on considère que ce n'est pas le même type d'imagination, et c'est de cela qu'il s'agit aussi de discuter aujourd'hui. Bon, alors ça c'est un premier préliminaire. Bon, alors il y en a un second, peut-être je passerai mon temps dans les préliminaires, on verra bien. Il y en a un second que je veux déclarer, et même d'une certaine façon avouer tout de suite. C'est que, évidemment, quand j'ai accepté de participer à ce débat, et j'en suis, je le répète, extrêmement heureux, je connaissais le titre général de la série sous laquelle nous réunissons, Penser l'émancipation. Bon. Et comme d'autres ici, sans doute, j'essayais de prendre la mesure à la fois de la vigueur, de l'actualité de cette notion d'émancipation et des problèmes qu'elle peut poser. En revanche, évidemment, je ne connaissais pas le détail du programme et en particulier, je n'avais pas pris connaissance des titres sous lesquels se présentent les tables rondes successives. Il n'y a pas que les tables rondes dans ce colloque, mais enfin, elles sont assez visibles, bien sûr, les tables rondes successives du colloque. Et quand j'ai eu le programme entre les mains, j'ai découvert, comme vous tous, évidemment, de façon intéressée et aussi un petit peu intriguée, que sur 4 tables rondes, 3 d'entre elles comportaient un titre qui commence par l'expression « au-delà », sauf la nôtre, justement. Bon. Au-delà du capitalisme, au-delà du patriarcat, au-delà de l'impérialisme, si je ne me trompe pas. Bon. Et puis j'ai vu que dans mon propre titre à moi, il y avait « après », mais enfin, laissons ça de côté pour l'instant. Bon. Je me suis dit qu'en réalité, de façon sous-jacente, si je me trompe, on me le dira naturellement, il y avait une sorte de communication sémantique, si vous voulez, entre le thème général de l'émancipation et puis cette forme syntagmatique, syntaxique, au-delà, hein, au-delà de quelque chose. Alors, au-delà de quoi? Au-delà du mal, hein, évidemment, au-delà du malheur, hein, au-delà de ce que, d'une certaine façon, nous ne supportons pas, ou très difficilement. Et nous avons d'excellentes raisons pour cela. Mais du coup, l'idée qui en ressort, et j'espère que vous ne croyez pas que je suis là en train de couper les cheveux en 4, ça me paraît au contraire essentiel, c'est que émanciper, s'émanciper, hein, je pense qu'on peut admettre que l'émancipation dont il est question ici est une émancipation active, c'est-à-dire une émancipation qui n'est pas, comme dans le vieux concept antique, une sorte de faveur ou de droit, si vous voulez, octroyé par le maître qui émancipe ses esclaves ou le père qui émancipe ses enfants. Mais c'est le concept moderne de l'émancipation. C'est-à-dire, c'est l'idée d'un sujet collectif, peut-être une classe, qui dans certains cas est une nation ou un autre groupe social, et qui idéalement, finalement, est l'humanité tout entière, par ses propres forces, en quelque sorte, comme le fameux baron de Crac qui se tirait du bourbier en se tirant lui-même par les cheveux, n'est-ce pas, réussit à s'extirper du mal ou du malheur, ou de l'oppression, ou de l'exploitation, etc., d'un certain nombre de choses comme ça, par ses propres forces ou par ses propres efforts. Et ici, on pense tout de suite à une phrase célèbre de Marx, d'ailleurs, d'une très grande importance, celle qu'il avait écrite pour l'adresse inaugurale ou le discours de présentation de l'Association internationale des travailleurs,
l'émancipation, en 1864, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, inscrivant du même coup la lutte du mouvement ouvrier, de la classe ouvrière, du prolétariat révolutionnaire, sur lequel d'autres ensuite ont pris modèle naturellement, dans une grande tradition révolutionnaire moderne. Bon, alors au fond, l'idée qui est suggérée, c'est que pour s'émanciper, ça semble tout naturel, hein, pour s'émanciper, il faut passer au-delà. Hein, il faut passer au-delà. Mais qu'est-ce que passer au-delà ? Toute la question est là. Et d'abord, la question première, c'est de savoir s'il y a un au-delà. Alors tout dépend, dans ces conditions, évidemment, de la façon dont on définit l'état actuel, en somme, ou la société présente, ou le monde, comme aurait dit Marx, c'est-à-dire le monde social dans lequel nous trouvons, et dont on conçoit le passage, ou la transgression, ou le dépassement. Bon. Et ici, évidemment, on sait bien qu'on est guetté par des difficultés de fond, parce que Marx lui-même, quand il a repris à son compte ce type de formulation, avec en mettant à profit des catégories dialectiques diverses sur la transition historique, sur le développement des contradictions du monde actuel, etc., savait très bien que le prototype de l'idée de passer au-delà, et d'ailleurs les mots mêmes qui, en français ou en allemand, servent à formuler ce genre de phrase, l'au-delà, n'est-ce pas ? L'au-delà, c'est un autre monde dont rien ne prouve qu'il existe, dont on peut même avoir de très bonnes raisons de penser que c'est un fantasme. Alors évidemment, dans une certaine tradition, qui n'a pas été d'ailleurs sans nourrir elle-même, dans certaines circonstances, des combats bien réels, des luttes d'émancipation, on pourrait dire, l'au-delà en question, c'est un au-delà théologique, c'est après la fin du monde. Bon, dans la tradition utopique, alors c'est un au-delà qui est pensé en termes humains, qui est doté d'une certaine vraisemblance. On pense donc qu'on a échappé par là au piège, évidemment, et au danger de la transcendance de type religieux, mais précisément ce que Marx a été amené à dire à un certain moment, en reprenant à son compte une catégorie qu'il n'avait absolument pas inventée, c'est que ça ne marchait pas non plus avec l'utopique, ou en tout cas, c'est pas de cette façon qu'on transformait réellement le monde. On pouvait imaginer des alternatives. Évidemment, c'est toujours agréable de penser que dans un autre monde, les choses iraient beaucoup mieux. Mais ça ne suffit pas pour faire de la politique. En tout cas, c'est l'idée que Marx en avait. Je me suis donc dit que le véritable objectif de cette communication devrait être, et peut-être c'est pas extrêmement drôle, mais j'espère que c'est utile, de jeter un regard critique sur ce type de formulation dont je ne prends pas mes distances, avec lesquelles je ne prends pas mes distances. C'est-à-dire, je m'y inclus très volontiers, et même tout le temps, mais je pense qu'à certains moments, il faut y réfléchir. Et donc, proposer une sorte d'épistémologie, si vous voulez, ou d'esquisse épistémologique de la question de l'au-delà. Voilà ce dont je voulais parler. Bon, alors, pour ça, j'ai préparé un certain nombre de thèses, comme on fait quelquefois dans ce genre de circonstances, et naturellement elles ont commencé à proliférer, donc je ne vais pas pouvoir vous les lire, je n'aurai pas le temps, mais je vais vous en parler, je vais vous les décrire un peu de façon générale, et puis on verra si la discussion permet d'entrer davantage dans les détails. En fait, elles se regroupent c'est quand même pas trop compliqué, j'espère, elles se regroupent en quatre groupes, justement, sous 4 chefs. Bon. Un premier groupe, ou un premier type de considération qui porte justement sur le rapport de ces notions de science et d'utopie dans la tradition révolutionnaire, et en particulier dans la tradition marxiste, et sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui, au fond, nous ne pourrions plus écrire
même en actualisant le contenu, un opuscule comme celui d'Engels, Socialisme utopique et Socialisme scientifique. Donc, vivre en somme sur cette opposition purement et simplement. Ce qui ne veut pas dire que ces deux noms soient complètement privés de sens. J'y reviens dans une seconde. Un deuxième groupe, je l'annonce par avance, qui porte sur le rapport du problème du socialisme et du problème du communisme. Alors vous allez me dire, ça c'est de la cuisine marxiste un peu trop particulière. On devrait élargir les considérations. Je pense que ça mérite néanmoins qu'on y revienne. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, puisque beaucoup de nos contemporains, parmi les plus intéressants, réfléchissant justement sur l'au-delà du capitalisme, continuent de poser le problème en ces termes, ne serait-ce que pour faire état de positions radicalement critiques. C'est le cas, par exemple, d'un très beau livre de Tony Negri, auquel on a peut-être déjà fait allusion dans cette salle, qui s'appelle « Goodbye, Mr. Socialisme », au revoir, monsieur Socialisme, et qui évidemment propose une solution tout à fait radicale. Non seulement il faut renoncer à la façon dont le marxisme traditionnellement ordonnait ou articulait ces deux notions, mais il faut renoncer même à l'un des deux termes qui ne sert plus à rien ou qui est plus dangereux qu'utile. Dans un troisième temps, si j'ai le temps d'en dire quelques mots, je voudrais revenir à la question de l'imagination, hein, et poser le problème de savoir ce que c'est que l'imagination politique, ou quel rapport il y a entre l'imaginaire communiste, si vous voulez, dont je me réclame moi-même, et la question de l'imagination politique. Et puis pour finir, mais j'aurai sûrement pas le temps aujourd'hui, peut-être ça reviendra dans les discussions, un mot ou deux sur la question anthropologique, c'est-à-dire sur la question de l'homme nouveau, sur la question de savoir si l'horizon d'un dépassement du capitalisme, du patriarcat, de l'impérialisme, et donc d'une émancipation radicale entendue en ce sens, nous pouvons toujours le penser, comme ça a été très longtemps le cas, justement dans une certaine tradition communiste en particulier, comme correspondant à une espèce de transformation de la nature humaine ou à l'émergence d'un homme nouveau. Idée à laquelle je ne suis pas prêt à renoncer purement et simplement. Alors, commençons par... J'ai plus énormément de temps, mais quelques considérations rapides sur le premier point, science science et utopie. Alors je pense que la raison fondamentale pour laquelle nous ne pouvons plus travailler purement et simplement... Oui, j'ai une montre sous les yeux, oui. Nous ne pouvons plus travailler purement et simplement avec l'opposition classique de la science et de l'utopie, c'est que l'expérience historique du XXe siècle, et en particulier l'expérience du mouvement communiste et des sociétés du socialisme réel, mais aussi le mouvement communiste dans le monde capitaliste où nous vivons, a de façon très étrange complètement brouillé les limites entre ces deux catégories qui semblaient claires. Bon. Alors évidemment, ici, je me rends compte que je vous demande justement un effort d'imagination, ou à certains d'entre vous en particulier, parce que dans cette salle, il y a beaucoup de gens jeunes, pour qui toute cette histoire, l'histoire du XXe siècle, appartient maintenant à un passé qui recule, qui est de plus en plus inaccessible. On sait des choses, bien entendu, mais dont on n'est pas prêt de vouloir s'embarrasser tout le temps. Je comprendrais très bien de votre part une réaction d'impatience. Faites pas suer indéfiniment avec l'histoire du communisme du XXe siècle. On sait bien que ça s'est très mal passé. Il y avait de grandes espérances et puis elles ont très mal tourné. Elles se sont renversées en leur contraire. Bon, faisons ce bilan, le positif et le négatif, et passons à autre chose. Et cette autre chose, évidemment, c'est la question qu'on veut discuter par excellence dans ce colloque, c'est-à-dire la question de savoir s'il y a des alternatives au monde capitaliste mondialisé dans lequel nous vivons aujourd'hui, comment les définir, comment les imaginer précisément, et comment essayer de les faire entrer dans la réalité. Alors, je suis un peu rabat-joie, mais je vous demande absolument de revenir, ne serait-ce qu'un instant, par l'imagination, à cette phase précédente de l'histoire, parce que je suis intimement convaincu, et je crois que ça fait partie de l'équipement philosophique dont nous avons besoin pour
pour penser ce genre de questions, non seulement qu'il y a des leçons du passé, mais que si on les ignore, comme l'ont répété plusieurs bons esprits, au lieu d'en être définitivement débarrassés, on les répète indéfiniment, en farce éventuellement, comme disait Marx dans un texte célèbre, mais aussi peut-être en tragédie. Bon. Et ce n'est pas en particulier le fait de se dire, par exemple, l'émancipation que nous voulons n'est pas une émancipation violente, ou bien ce n'est pas une émancipation étatique, ou bien ce n'est pas une émancipation dirigée d'en haut par des organismes comme des partis centralisés ou des systèmes d'État se réclamant de la dictature du prolétariat, qui peut constituer une garantie contre ce type de dégénérescence. Bien au contraire. Il faut savoir que les révolutionnaires de toutes les époques ne partent pas avec les révolutionnaires ou les militants de toutes les époques ne partent pas avec en tête l'idée évidemment de la contrainte ou de la répression, mais au contraire avec l'idée de la liberté. Avec l'idée de la liberté. Bon. Alors, ce que l'histoire du XXe siècle, pour aller très vite, a montré, c'est qu'une certaine conception scientifique du socialisme et même du communisme est encore plus utopique d'une certaine façon que l'utopie elle-même. Ce qu'on a vu en grandes lettres, en vraie grandeur, dans l'histoire de l'Union soviétique et d'autres pays, la Chine est un exemple peut-être encore plus frappant de ce point de vue, c'est un gigantesque projet utopique que dans un merveilleux petit livre récent que je vous recommande vivement de lire, notre collègue italienne Rita Di Leo, sous le titre « L'expérience profane », décrit comme le projet des philosophes rois, au sens platonicien du terme, projet qui a conduit, évidemment, non pas uniquement en vertu de ses propres défauts internes, en présence d'un adversaire extrêmement puissant qui ne lui pardonnait rien, ceci ne fait absolument aucun doute, mais qui a conduit finalement à la fois à un type de société radicalement incompatible avec ce qu'étaient les idéaux émancipateurs du communisme, et au bout du compte, finalement, à une défaite en rase campagne devant le capitalisme et la logique de son accumulation mondialisée. Bon. Il faut donc remettre en question à la fois l'idée de l'utopie et celle du socialisme scientifique, et il faut remarquer d'ailleurs qu'elles comportent toutes les deux, finalement, elles comportaient toutes les deux un schème, excusez-moi de parler un peu comme les philosophes professionnels, comme Kant, un schème d'interprétation de l'histoire et d'insertion de la politique dans l'histoire qui, au fond, était le même. Pourquoi ? Parce qu'elles font toutes les deux partie, bien sûr, les idées du socialisme scientifique classique et les grandes utopies du 19e et du 20e siècle, de l'immense horizon d'attente, comme dit le grand philosophe et historien Reinhard Koselleck, qui se représente la marche de l'humanité comme un progrès et le dépassement des formes actuelles de l'exploitation, de l'oppression ou de l'inégalité en direction d'une société plus libre comme une sorte de devenir inéluctable de l'humanité, en tout cas l'horizon vers lequel elle se projette. Bon, c'est tout cela qu'il faut remettre en question, et par conséquent l'imagination dont nous avons besoin, je reviens à mon thème principal, ne peut pas être simplement l'imagination du futur ou l'imagination de l'alternative. Il faut que ce soit une imagination qui entre plus profondément, en quelque sorte, dans la texture des choses, de l'expérience historique, des vies collectives qui sont les nôtres, de façon à comprendre et même à expérimenter autrement le temps de l'histoire dans lequel nous vivons, sans renoncer purement et simplement, bien sûr, à l'idée d'une alternative, mais en posant à partir d'une autre
notre représentation du temps, du présent et du futur, la question de savoir comment les alternatives peuvent entrer dans l'expérience et dans la réalité d'aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que cette imagination-là, même si elle a des composantes scientifiques, bien sûr, car il faut connaître, il faut analyser, il faut en savoir le plus possible, au fond, sur la société dans laquelle nous vivons, et sans doute aussi des composantes utopiques, parce que l'utopie, surtout sous ses formes littéraires, présente cet avantage extraordinaire de montrer ou de suggérer que le monde n'est pas nécessairement ce qu'il nous paraît être aujourd'hui par une nécessité de faire, mais qu'il y a d'autres façons de vivre et, si vous voulez, de penser. Fondamentalement, c'est quand même une imagination politique dont nous avons besoin. Alors, il me reste à peine 2 minutes ou peut-être 3, donc je dis comment 5. Bon. Alors 5. Alors je vais laisser tomber l'homme nouveau, ça sera pour plus tard. Mais je dis 2 mots, d'une part sur socialisme et communisme, et d'autre part sur justement l'imagination politique. Bon. En ce qui concerne socialisme et communisme, la position que je défendrai, c'est pas qu'il faut renoncer à ce couple, hein, pas du tout. Au contraire, je pense que nous avons besoin de 2 termes pour imaginer et pour construire d'une certaine façon l'avenir dans lequel nous voulons entrer. Bon, c'est-à-dire pour penser justement des alternatives à l'état de choses existant. Mais ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est inverser l'ordre dans lequel ces 2 termes ont été utilisés, en particulier dans la tradition marxiste. Et je ne suis pas le seul à penser cela. C'est même une position qui est de plus en plus largement partagée par beaucoup de communistes, philosophes. Autrement dit, il faut cesser de se représenter le communisme comme l'horizon idéal auquel on parviendra peut-être un jour, n'est-ce pas, l'autre société, la société parfaite, sans classe, etc., à laquelle on parviendra peut-être un jour quand on aura réussi à traverser les difficultés très pénibles, évidemment, de la construction du socialisme. Et je vous épargne tout ce qu'on peut dire là-dessus, les anecdotes fourmis. C'est l'inverse qui est vrai. C'est l'inverse qui est vrai. C'est le communisme qui, d'une certaine façon, est la condition du socialisme, où est le présupposé ou le prérequisite, si vous voulez, le préalable, on pourrait dire de cette façon, à l'émergence de quelque chose comme un socialisme. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi aurions-nous besoin de socialisme? Bon, nous avons besoin de socialisme parce que le capitalisme, dans sa forme actuelle, naturellement, est un capitalisme de concurrence absolument débridé, illimité. Elle ne s'exerce pas simplement entre les capitaux, elle s'exerce entre les pays, elle s'exerce entre les générations, elle finit par gangrener l'existence individuelle de chacun d'entre nous, puisqu'on nous explique maintenant que nous devons nous comporter comme des petites banques ou des propriétaires de capital humain à mettre en valeur, en concurrence évidemment avec le capital du voisin, autrement ça n'aurait pas de sens. Bon. Et ça, effectivement, pas besoin de faire de longs discours aujourd'hui, c'est un présent intolérable et c'est un avenir sinistre. Mais si on veut imaginer des alternatives de régulation, en particulier de l'économie et de l'économie mondialisée de la société dans laquelle nous vivons, il n'y a pas d'autre solution, je ne justifie pas, je l'affirme, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus, il n'y a pas d'autre solution que des formes de planification, des interventions étatiques, des formes de contraintes, évidemment, si possible démocratiques, aussi démocratiques que possible, qui fassent intervenir quelque chose comme l'État, ou plus exactement la puissance publique. La puissance publique. Bon, peut-être sûrement au-delà de l'État-nation, mais certainement pas au-delà de l'idée de contrainte ou d'ordre juridique et contraignant. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin d'un communisme comme préalable au socialisme, pour 2 raisons. D'une part, parce que cette contre-tendance n'entrera pas toute seule dans l'histoire. Il faut donc des forces, il faut une sorte de forçage. Je joue intentionnellement sur le mot. Il faut une force de transformation qu'on appelle traditionnellement une force révolutionnaire, et je ne vois pas pourquoi on changerait de nom. Et puis il y a une deuxième raison, évidemment. Bon, c'est que l'État n'est pas l'ami de l'émancipation par nature.
L'État n'est pas une forme d'émancipation, si démocratique soit-il dans le meilleur des cas. Il faut donc, à l'intérieur même du processus de construction d'une alternative socialiste, une alternative, et je ne vois une alternative libertaire, si vous voulez, libertaire et égalitaire, et je ne vois pas d'autre nom qui lui convienne bien, du point de vue historique en tout cas, que le nom de communisme. Alors ceci implique évidemment que le communisme n'est pas un État réel, au sens, en tout cas, c'est pas un mode de production, c'est pas une société, hein, c'est pas une société. Bon, ça veut dire que ça ne veut pas dire que ça n'a aucune réalité objective, mais la réalité objective que ça a est celle d'un effort, c'est celle d'une lutte, c'est celle d'une tendance, et au fond, très profondément, le communisme, j'en suis d'accord avec Alain Badiou sur ce point, même si peut-être il donne à l'expression un sens un peu différent, c'est quelque chose de subjectif, c'est une puissance subjective. Alors, je crois qu'il ne me reste plus qu'une minute. Donc, un dernier mot sur la question de l'anticipation politique. Bon, évidemment, on pourrait entrer dans des détails techniques, ça pourrait être très long. Bon, mais ce que je voudrais dire est essentiellement la chose suivante. Ce dont nous avons besoin, ce sont, sur le plan philosophique, mais ça entrera aussi dans la pratique, évidemment, c'est d'abord d'une façon de surmonter l'antithèse traditionnelle en philosophie de la théorie et de la pratique, c'est-à-dire une forme d'imagination qui s'installe, si vous voulez, au point de jonction même de la théorie et de la pratique, et qui, à la limite, sans supprimer leur distinction de principe, opèrent d'emblée dans la forme de leur interaction et de leur action réciproque. Bon, qui veut dire en particulier que nous avons besoin d'une forme d'imagination qui sorte d'emblée de ce vieux schème rationaliste, de ce vieux schème positiviste, enfin plutôt positiviste que rationaliste, dans lequel on commence par faire des plans théoriques, par avoir un programme théorique, et puis ensuite on se pose la question de savoir comment ce programme théorique pourrait se concrétiser, et au fond, qu'on le veuille ou non, et pas seulement à cause de la planification, c'est comme ça que se sont faites toutes les révolutions de la période précédente, et c'est encore beaucoup comme ça que résonne spontanément, c'est probablement inévitable, toute une partie des militants de l'émancipation humaine et sociale que nous sommes. Alors comment faire pour sortir de ce schème qui évidemment est très puissant? Comment faire pour inventer, si vous voulez, d'autres schèmes d'émancipation? Deux conditions, et je me tais. La première, c'est de comprendre évidemment qu'il n'y a rien de tel qu'un cours uniforme de l'histoire. Bon, il n'y a rien de tel que... Ça, c'est l'apparence. Hein, bon. Mais en réalité, ce qui existe, je suis tenté de dire, et sans faire de romantisme, c'est quelque chose de beaucoup plus tumultueux, c'est quelque chose de beaucoup plus chaotique, n'est-ce pas? Ce sont des conflits. Et à l'intérieur de ces conflits, il y a des bifurcations possibles. Il y a toujours des bifurcations possibles dans l'histoire de n'importe quelle réalité sociale. Seulement, on ne les voit pas parce que l'ordre dominant, la tendance dominante, on pourrait dire, naturellement, et l'intérêt aussi des classes dominantes et du système, rend invisible, refoule, le cas échéant réprime les alternatives. Il faut donc, premièrement, une imagination qui nous révèle les conflits qui sont à l'œuvre dans le monde social et historique dans lequel nous vivons. Mais ce n'est pas suffisant, car ces alternatives, ces bifurcations possibles, par exemple entre un capitalisme néolibéral pur et simple et un socialisme, ou bien par exemple un socialisme écologique, qui était vraisemblablement une des choses dont nous avons le plus besoin, dont nous aurions le plus besoin aujourd'hui, ne passeront pas dans la réalité sans ce forçage, sans cette intervention à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Il faut donc une imagination qui soit capable d'ajouter à la représentation du cours des choses, du cours du monde, les effets à venir, les effets potentiels de sa propre intervention ou de l'intervention d'un projet communiste, d'un projet socialiste, finalement des masses, si vous voulez, elles sont plus ou moins nombreuses, ou des militants dans le cours de l'histoire. Et ça, c'est le plus difficile,
parce que on a tendance tout naturellement à penser que ce qui va se passer, c'est que les masses vont se mettre au service du projet et puis elles le réaliseront. Bon. Et puis alors si elles ne le réalisent pas suffisamment facilement ou suffisamment vite, eh ben, il faudra des dirigeants qui les remettent sur la bonne voie. Et si ces dirigeants risquent de se tromper, il leur faudra une théorie qui leur permette de se garantir le plus possible par avance contre les erreurs. Alors l'expérience historique montre que tout ça, c'est de la connerie pure et simple. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que se déroule l'histoire. L'imagination dont nous avons besoin est donc une imagination plus tragique, d'une certaine façon. C'est une imagination qui soit capable de penser par anticipation que le forçage ou l'intervention des masses ou de la volonté ou de la bonne volonté des militantes aura inévitablement des effets, mais ces effets, nous ne pouvons pas savoir complètement par avance en quoi ils consisteront et surtout, nous ne pouvons pas garantir qu'ils seront bons. Alors, j'en ai fini. Il y a une célèbre formule classique dans notre culture, dont vous vous souvenez peut-être, on l'attribue souvent à Gramsci. C'est pas lui qui l'avait inventé, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté, et c'est tellement rebattu que ça sert journellement à faire des dissertations. Bon, je crois que cette formule est importante à condition de la mener jusqu'au bout des conséquences qu'elle peut comporter. Le pessimisme de l'intelligence, c'est pas simplement celui qui consiste à savoir que les conditions sont particulièrement difficiles dans le monde d'aujourd'hui, que le capitalisme est très puissant, que la logique du néolibéralisme corrompt ou imprègne les subjectivités des individus que nous sommes. Et malgré ça, il faut quand même faire preuve d'optimisme de la volonté, sinon on n'entreprendrait rien, on commencerait rien et rien ne changerait dans le monde. Le pessimisme de l'intelligence, c'est celui qui est capable, et là je pense qu'on peut citer Max Weber autant que Gramsci, ce Max Weber qui disait à la fin de la vocation du politique que quand on fait de la politique, il faut savoir qu'on va souper avec le diable, et on va souper avec le diable, si possible, avec une grande cuillère. Bon, on prend la cuillère qu'on peut. Hein, bon. Donc il faut savoir que la politique mène, dans le meilleur des cas, au meilleur, mais qu'elle peut aussi éventuellement mener au pire. Alors vous allez me dire, ça, c'est pas très drôle. Hein, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Nous décourager de vouloir changer le capitalisme, de vouloir sortir du capitalisme? Pas du tout. Hein, je ne veux pas décourager, je veux suggérer que nous entrions tous ensemble dans l'avenir autant que possible, les yeux ouverts plutôt que fermés. Merci beaucoup. Ouais, mais ça s'est super bien passé. On se connaissait quasiment pas, on était 10 ans, on était dans le même laboratoire de Nancy. Je connaissais quasiment Paul Guilibert, qui est un membre du comité d'organisation des modérateurs. Voilà, c'est ça qui est moi j'arrive, c'est ça comme c'est pas difficile, c'est le dernier endroit où on pense. Ça c'est clair. Parce que c'est pas dans les sciences sociales que sans dire quelque chose. Et où là que ça se passe. C'est un peu dramatique hein, quand on y pense. Enfin, voilà. Il y a un film politique qui est marqué, ça n'a jamais coûté cher. Oui. Oui, c'est vrai. Non, tout ce qui se fait d'intéressant, c'est vraiment en philo. Ouais, ok. Moi je vais rester sur le côté, je peux faire aussi. Ah oui, ça marche. Oui.